Vous savez ce qui m'a frappé l'autre jour? J'étais là à siroter mon café à 5 euros en me plaignant de ma connexion Wi-Fi lente quand j'ai vu un homme sans abri dehors qui comptait une liasse de billets. Pas des pièces de monnaie, des billets, et pas juste quelques-uns. Ça m'a complètement arrêté dans ma réflexion. Comment est-ce possible? Sans emploi traditionnel, sans CV, sans entretien d'embauche, comment les personnes vivant dans la rue gagnent-elles de l'argent? La semaine dernière, j'ai dépensé 200 euros pour un cours en ligne sur l'entrepreneuriat moderne. Et je me rends compte maintenant que certaines des stratégies les plus ingénieuses de génération de revenus se déroulent juste sous nos yeux, dans nos rues. C'est comme si nous vivions dans deux économies parallèles. Pendant que nous scrollons LinkedIn à la recherche de notre prochain poste, il existe tout un système économique invisible qui fonctionne selon des règles complètement différentes. Et franchement, ce système pourrait nous apprendre quelques leçons sur la résilience, la créativité et la survie aquaéconomique que mon MBA n'a jamais couvertes. Aujourd'hui, je vais vous révéler 7 méthodes que les sans-abri utilisent pour gagner de l'argent. Ce n'est pas pour glorifier la pauvreté, loin de là, c'est pour comprendre l'ingéniosité humaine face à l'adversité. Parce que derrière chaque stratégie, il y a une histoire de survie, d'adaptation et parfois d'un entrepreneuriat que nous refusons de reconnaître. Avant de plonger dans ces 7 méthodes, parlons d'abord de quelque chose d'important, notre perception. Quand vous pensez à une personne sans abri, quelle image vous vient à l'esprit? Soyez honnête, pour la plupart d'entre nous, c'est quelqu'un assis passivement avec un panneau en carton, attendant la charité. Mais cette image est aussi dépassée qu'un téléphone à clapet. La réalité est bien plus complexe, bien plus dynamique et, osons le dire, bien plus entrepreneuriale. Une étude de 2023 menée à Paris a révélé quelque chose de fascinant. 68% des personnes sans abri interrogées avaient au moins 3 sources de revenus différentes. 3. C'est ce que les gourous du business appellent diversification des flux de revenus. Ils font littéralement ce que Gary Vaynerchuk prêche sur Instagram, mais sans les sneakers de luxe. Mon ami Thomas travaille dans un refuge depuis 10 ans. Il m'a dit quelque chose qui m'a vraiment fait réfléchir. Ces gens ne sont pas des victimes passives, ils sont des survivants actifs. Chaque jour est une masterclass en résolution de problèmes créatifs. Et vous savez quoi? Il a raison. Après des semaines de recherche et de conversations, j'ai découvert que l'économie de la rue est aussi structurée que n'importe quelle start-up, juste avec des règles très différentes. Alors, mettons de côté nos préjugés et explorons ces 7 stratégies. Certaines vont vous surprendre, d'autres pourraient vous déranger, mais toutes vont vous faire voir la réalité de la rue sous un angle complètement nouveau. Commençons par la méthode la plus visible, celle que tout le monde connaît, mais que presque personne ne comprend vraiment. Parce que, spoiler alert, ce n'est pas aussi simple que de tendre la main. Méthode numéro 1. La mendicité stratégique. Vous pensez que mendier, c'est juste s'asseoir et attendre. Détrompez-vous, c'est une science. J'ai passé une après-midi à observer un homme prénommé Jacques près de la gare Saint-Lazare. En 4 heures, il a changé d'emplacement 3 fois, modifié son panneau 2 fois et ajusté sa posture selon le flux de passants. Ce n'était pas du hasard, c'était de l'optimisation en temps réel. Les mendiants professionnels savent exactement où se placer. Pas trop près des distributeurs automatiques, les gens sont pressés. Pas trop loin des magasins, hors de vue, hors de l'esprit. Le sweet spot, juste avant l'entrée du métro, où les gens ralentissent naturellement pour chercher leur ticket. C'est du géomarketing de rue. Et le timing? Crucial. Les matins en semaine ciblent les cadres culpabilisés avec leur café Starbucks. Les vendredis soirs visent les jeunes qui sortent, plus généreux après la paie. Les dimanches après-midi attirent les familles qui veulent enseigner la compassion à leurs enfants. Chaque démographie a son moment optimal. Un ancien SDF m'a confié. J'avais 3 pancartes différentes. Une pour les mères avec enfants, j'écrivais sur la nourriture. Une pour les businessmen, je mentionnais la recherche d'emploi. Une pour les touristes, en anglais, avec un sourire. C'est ce que les marketeurs appellent segmentation d'audience. Lui, il l'appelait survivre. Mais voici la partie qui m'a vraiment choqué.
Une étude de l'Université de Lyon a révélé que les mendiants efficaces gagnent en moyenne 15 à 40 euros par jour. Ça ne semble pas beaucoup. C'est 450 à 1200 euros par mois. Sans impôts, sans charges, sans patron. Certains gagnent plus que le SMIC après déduction. Bien sûr, la réalité n'est pas si rose. Il y a la météo, la violence, la stigmatisation. Mais l'ingéniosité, elle est indéniable. Méthode numéro 2. La récupération et le recyclage. Pendant que nous jetons nos canettes sans y penser, quelqu'un d'autre voit de l'argent liquide. Le recyclage de rue, c'est du business pur et dur. Chaque canette en aluminium vaut environ 0,05 € dans les centres de recyclage. Ça semble ridicule. Collectez en 200 par jour, ce qui est faisable dans les grandes villes, et vous avez 10 €. Faites-le 6 jours par semaine et vous dépassez les 250 € mensuels, juste avec des déchets. Marie, une femme de 52 ans que j'ai rencontrée près du canal Saint-Martin, m'a expliqué son système. Je connais tous les bars qui ferment à 2 heures du matin. Je sais quels événements génèrent le plus de canettes. Les concerts de rock, hors pur, les festivals de jazz. Pas terrible. Elle a littéralement cartographié Paris selon son potentiel de recyclage. C'est de l'analyse de données de terrain. Mais les canettes ne sont que le début. Il y a tout un marché pour. Le carton. Recyclerie paie 50 à 80 € la tonne. Les métaux précieux récupérés dans les poubelles électroniques. Les meubles abandonnés, revendus sur le Bon Coin, les vêtements triés et donnés aux friperies qui pèsent leur kilo. Un homme à Marseille a créé un véritable circuit. Il récupère des palettes en bois abandonnées, les répare avec des outils trouvés et les revend 5 à 15 €, pièces à des hipsters qui les transforment en tables basses. Il gagne jusqu'à 400 € certains mois. C'est de l'upcycling avant que Pinterest n'en fasse une tendance. L'ironie. Nous payons des consultants en économie circulaire des fortunes pour nous dire de réutiliser et recycler. Les sans-abri le font par nécessité, depuis toujours. Méthode numéro 3. Les performances de rue. Vous êtes-vous déjà arrêté pour regarder un musicien de rue et penser « il est vraiment doué ». Il y a une raison. Beaucoup de sans-abri ont des talents, musique, art, acrobatie, qu'ils monétisent directement. Pas de Spotify prenant 70% des revenus. Pas d'agent prenant sa commission. Juste eux, leur art et l'audience. J'ai rencontré David, un violoniste classique formé au conservatoire. Une dépression, une perte d'emploi, une spirale descendante. Maintenant, il joue du bac dans le métro. Les bons jours, je gagne 60 € en 4 heures, m'a-t-il dit. C'est plus que ce que je gagnais en donnant des cours privés. Et au moins ici, personne ne m'évalue. Les artistes de rue comprennent la psychologie de l'audience. Ils savent que les premières pièces dans le chapeau attirent plus de donations, effet de preuve sociale. Jouer des morceaux reconnaissables génère plus de contributions que le jazz expérimental. Un sourire et un contact visuel augmentent les dons de 35 %. Les enfants sont les meilleurs vendeurs. Si un enfant s'arrête, les parents donnent. Une étude à Barcelone a suivi des artistes de rue pendant 6 mois. Les plus performants gagnaient entre 800 et 1500 € mensuellement. Certains avaient des clients réguliers qui donnaient 5 € chaque semaine. C'était du patronage moderne, sans Patreon. Mais voici le twist fascinant. Certains artistes de rue ne sont pas sans abri. Ils se font passer pour des SDF parce que ça augmente les dons de 40 %. Nous donnons davantage à la pauvreté authentique qu'au simple talent. Ça en dit long sur nous, non? Méthode numéro 4. Les petits services. L'économie des petits boulots n'a pas commencé avec Uber. Elle existe dans la rue depuis toujours. Gardiennage de voitures, aide au déchargement, guide touristique improvisé, porteur de bagages, ces microservices représentent une source majeure de revenus. C'est TaskRabbit sans l'application et parfois c'est plus efficace. Près de la gare de Lyon, il y a toute une économie de porteurs. Des hommes attendent les trains, repèrent les voyageurs avec des valises lourdes et offrent de les porter jusqu'au taxi. 2 € par valise. Ça semble peu. Un bon jour avec 40 clients, c'est 80 €. En liquide, immédiat.
Antoine, 38 ans, s'est spécialisé dans quelque chose d'unique. Il aide les gens à trouver des places de parking dans le Marais. Il connaît chaque rue, chaque créneau horaire de livraison, chaque place qui se libère. Je gagne 5 € à chaque fois. Certains jours, je trouve 20 places. Faites le calcul. C'est 100 € pour une connaissance hyper locale qu'aucune app ne peut égaler. Il y a aussi les gardiens de vélo qui surveillent pendant que vous faites vos courses, 2 à 3 €. Les guides qui vous emmènent au meilleur spot Instagram caché, 10 à 20 €. Les traducteurs improvisés dans les zones touristiques. Les conseillers shopping qui connaissent tous les magasins d'occasion du quartier. Une femme à Nice s'est fait une clientèle de touristes asiatiques. Elle les aide à naviguer dans les marchés, négocie pour eux en français et reçoit 10 à 15 % du montant économisé. Certains clients reviennent chaque année et la cherchent spécifiquement. Elle a créé une micro-entreprise basée sur la confiance et le bouche à oreille. Le génie de cette méthode, c'est instantané. Pas d'attente de salaire, pas de bureaucratie, service rendu, argent gagné. L'économie dans sa forme la plus pure. Méthode numéro 5. Le troc et l'économie d'échange. Vous pensiez que le troc était mort avec le Moyen Âge. Bienvenue dans l'économie parallèle de la rue. Dans les communautés de sans-abri, l'argent n'est qu'une forme de valeur parmi d'autres. Il existe tout un système d'échange où une couverture chaude égale 3 repas plus un paquet de cigarettes. Un téléphone portable qui fonctionne égale une semaine d'accès à un point de recharge. Des informations sur les meilleurs spots de sommeil égale protection par le groupe. Des vêtements propres égale accès aux douches d'un refuge. C'est comme une blockchain sans la technologie. Chacun a quelque chose que quelqu'un d'autre veut. Michel, un ancien économiste devenu SDF. Oui, ça arrive, m'a expliqué. L'argent est fragile dans la rue. Il peut être volé, mouillé, perdu, mais les relations, les services, les faveurs, c'est une monnaie plus stable. Il a créé ce qu'il appelle une banque de services. Il garde les objets de valeur pour d'autres SDF. Il est connu pour être honnête et en échange, il reçoit nourriture, protection, information. Cette économie de troc s'étend même au monde conventionnel. Certains sans-abri échangent leur temps pour faire la queue contre de l'argent lors de lancement de produits Apple, etc. Leur capacité à dormir dehors contre des places de concert revendues. Des objets trouvés contre de la nourriture dans les restaurants. Une histoire m'a particulièrement marqué. Un SDF à Bordeaux a trouvé un portefeuille avec 300 €. Il l'a rendu au propriétaire, un restaurateur. En remerciement, le restaurateur lui a offert un repas par jour pendant 3 mois, plus 50 € cash. Mathématiquement, il a reçu environ 800 € de valeur. Il a transformé un acte d'honnêteté en un investissement à long terme. Le troc permet aussi d'accéder à des ressources impossibles à acheter. Un SDF qui connaît les horaires de sécurité d'un bâtiment peut échanger cette information contre l'accès à des toilettes propres. C'est de l'intelligence économique appliquée à la survie. Méthode numéro 6. La revente et le commerce. Certains sans-abri sont des entrepreneurs dans l'âme. Ils achètent, vendent, négocient. Le modèle est simple, trouver quelque chose de sous-évalué, l'acquérir à bas prix, le revendre avec marge. C'est exactement ce que font les boutiques vintage branchées, sauf que le capital de départ est de 0 €. Voici comment ça fonctionne en pratique. Le circuit des dons. Les sans-abri connaissent tous les points de distribution gratuite. Emmaüs, secours populaire, distributions alimentaires. Ils prennent non seulement pour eux, mais aussi pour revendre. Une veste North Face gratuite, revendue 20 €. Des chaussures Nike et données, 15 €. C'est de l'arbitrage de charité. Les marchés aux puces informels. Dans certains quartiers, il existe des mini-marchés non autorisés où les SDF vendent entre eux et aux passants. J'en ai vu un sous le périphérique parisien. Des dizaines de personnes vendant de tout, téléphones d'occasion, outils, livres, vêtements. Les prix sont négociés, le cash circule. C'est un véritable écosystème commercial. La revente de journaux.
Des organisations comme l'Itinérant ou Macadam Journal donnent aux SDF des journaux à vendre. Ils achètent le journal 1 euro, le revendent 2,50 €, marge de 1,50 € par exemplaire. Vendez en 50 par jour, vous avez 75 €. C'est un modèle de distribution qui responsabilise. Sophie, 44 ans, a perfectionné une niche. Elle récupère des livres abandonnés, les nettoie et les revend devant les universités. Les étudiants adorent les vieux livres de philo à 2 €. Certains jours, je gagne 30 à 40 € juste avec ça. Elle a identifié un marché, un produit gratuit et une clientèle. C'est du Business Center. Le plus impressionnant, un homme à Toulouse a créé un service d'abonnement. Il collecte les journaux du jour dans les poubelles des cafés, encore lisibles, et les vend à 0,50 € à des clients réguliers, souvent d'autres SDF ou retraités à petit budget. Il a 15 clients fidèles. C'est 7,50 € par jour garanti, soit 225 € mensuels de revenus récurrents, avant même d'avoir vendu quoi que ce soit d'autre. Méthode numéro 7. Le travail au noir et les jobs temporaires. La frontière entre sans-emploi et sans-abri est plus floue qu'on ne le pense. Beaucoup de SDF travaillent effectivement, juste pas dans le cadre légal que nous reconnaissons. Le travail au noir est omniprésent. Les chantiers de construction. Chaque matin, à 6 heures près de certains Home Depot ou Leroy Merlin, des entrepreneurs viennent chercher de la main-d'œuvre journalière. 50 à 80 € pour une journée de travail physique intense. Pas de contrat, pas de sécurité sociale, mais de l'argent comptant le soir même. Les déménagements. Les sociétés de déménagement utilisent régulièrement des travailleurs temporaires. Une journée de déménagement égale 60 à 100 €. Les SDF forts physiquement sont recherchés pour ce genre de job. Le nettoyage et l'entretien. Certains restaurants et bars embauchent des SDF pour nettoyer après la fermeture. 30 à 40 € pour 2 heures de travail. C'est du win-win. Le patron économise, le travailleur gagne. La distribution de flyers. Les agences de marketing ont toujours besoin de gens pour distribuer des prospectus. 8 à 10 € de l'heure, souvent payés en liquide. Aucune question posée. Karim, 29 ans, jongle entre 3 sources de travail au noir. Lundi et mercredi, je fais du nettoyage dans un kebab. Vendredi, je distribue des flyers pour une boîte de nuit. Le week-end, si j'ai de la chance, je trouve un déménagement. Il gagne entre 300 et 500 € par mois. Ce n'est pas légal, je le sais, mais c'est ça, ou mourir de faim. Ce qui est fascinant, c'est que certains SDF préfèrent cette flexibilité au travail traditionnel. Pas d'horaire fixe, pas de patron permanent, pas de bureaucratie. Ils sont littéralement la gig économie avant Uber. Une étude de 2024 à Lille a révélé que 42% des sans-abri interrogés avaient effectué au moins un travail rémunéré dans le mois précédent. Ils ne sont pas sans emploi, ils sont en dehors du système d'emploi conventionnel. Maintenant, arrêtons-nous un instant. Avant que vous ne pensiez « Wow, les SDF gagnent pas mal d'argent », rappelons-nous la réalité brutale. Cette méthode existe par nécessité, pas par choix. Personne ne rêve de fouiller des poubelles pour des canettes ou de dormir sous un pont entre deux petits boulots. L'ingéniosité que nous venons de voir est une réponse à un système qui a échoué, pas une célébration de la pauvreté. Même avec toutes ces sources de revenus, la vie dans la rue est dangereuse, épuisante, dégradante. L'argent gagné part immédiatement en nourriture, en besoins de base. Il n'y a pas d'épargne, pas de sécurité, pas de lendemain garanti. Mais, et c'est un mais important, ignorer cette ingéniosité serait aussi une erreur. Ces stratégies nous enseignent quelque chose de profond sur la résilience des vies humaines, sur la créativité face à l'adversité, sur notre capacité à créer de la valeur même sans ressources. Alors, qu'est-ce que tout cela nous apprend vraiment? Premièrement, notre définition de l'entrepreneuriat est ridiculement étroite. Nous célébrons le gamin de 22 ans qui lance une app depuis le garage de ses parents, payé par papa, mais nous ignorons la femme de 50 ans qui crée une économie de survie avec zéro capital. Les deux sont entrepreneurs.
L'un a juste plus de privilèges. Deuxièmement, le système économique traditionnel exclut des millions de gens. Pas parce qu'ils sont paresseux ou incompétents, mais parce que les barrières à l'entrée, adresse fixe, compte bancaire, CV sans trou, vêtements appropriés sont insurmontables. Cette méthode existe parce que le marché du travail conventionnel a fermé ses portes. Troisièmement, nous sous-estimons massivement l'intelligence de rue, les compétences nécessaires pour survivre dans la rue, négociation, lecture des gens, adaptation rapide, gestion de ressources limitées, réseautage, ce sont exactement les compétences que les MBA essaient d'enseigner. La différence, les enjeux sont infiniment plus élevés. J'ai passé des semaines à rechercher ce sujet et voici ce qui m'a le plus frappé. Presque chaque personne sans abri que j'ai rencontrée avait un plan. Pas juste pour la journée, mais pour sortir de la rue. Certains économisaient pour une caution, d'autres essayaient de retrouver leur famille. Beaucoup cherchaient activement du travail. Le narratif dominant dit « les SDF sont passifs, dépendants de la charité ». La réalité dit « les SDF sont des agents économiques actifs, naviguant dans un système hostile ». Voici le paradoxe qui me hante depuis que j'ai commencé cette recherche. Nous vivons dans une société obsédée par l'entrepreneuriat, l'innovation, le hustle. Nous idolâtrons les gens qui se débrouillent, qui créent quelque chose à partir de rien. Toute l'industrie du développement personnel est construite sur cette idée. Et pourtant, quand nous voyons l'entrepreneuriat le plus pur, des gens créant littéralement de la valeur à partir de zéro, sans capital, sans sécurité, sans réseau, nous détournons le regard. Nous les appelons mendiants, pas entrepreneurs. Nous disons qu'ils traînent, pas qu'ils network. Un homme qui transforme des canettes en argent. C'est de l'économie circulaire, mais parce qu'il dort dans la rue, nous ne le voyons pas comme un innovateur vert. Une femme qui crée un réseau de trocs complexes, c'est de la blockchain sociale. Mais parce qu'elle n'a pas de domicile, nous ne la voyons pas comme une pionnière de l'économie collaborative. Cette dissonance cognitive en dit plus sur nos préjugés que sur leurs capacités. Écoutez, je ne suis pas en train de dire que la vie dans la rue est géniale ou que nous devrions admirer la pauvreté. Absolument pas. Chaque personne mérite un toit, de la dignité, une sécurité économique. Ce que je dis, c'est que nous devons changer notre regard. Au lieu de voir des victimes passives, voyons des survivants actifs. Au lieu de voir de la dépendance, voyons de l'ingéniosité. Au lieu de voir des cas sociaux, voyons des êtres humains complexes naviguant dans des circonstances impossibles. Cette méthode ne sont pas des solutions à la pauvreté. Ce sont des symptômes d'un système brisé. Mais dans ces symptômes, il y a aussi de l'espoir. L'espoir que les humains, même dans les pires circonstances, trouvent des moyens de survivre, de créer, de se connecter. La prochaine fois que vous voyez quelqu'un dans la rue, demandez-vous quelle est son histoire, quelles compétences a-t-il, quel système l'a laissé tomber et surtout, qu'est-ce que sa survie dit sur notre société. Alors voilà ma question pour vous. Qu'est-ce qu'une vie productive? Est-ce seulement un emploi de 9 heures à 17 heures avec fiche de paie? Ou est-ce aussi la capacité de créer de la valeur, de résoudre des problèmes, de survivre contre toute attente? Cette semaine, je vous mets au défi de faire une chose simple. Quand vous croisez une personne sans abri, ne détournez pas le regard. Vous n'êtes pas obligé de donner de l'argent, mais donnez de la reconnaissance, un regard, un signe de tête, un bonjour. Parce que derrière chaque personne dans la rue, il y a une économie invisible. Et la reconnaître, c'est le premier pas vers le changement. Si cette vidéo vous a fait voir les choses différemment, partagez-la. Pas pour les vues, mais parce que ces conversations sont importantes. Et si vous voulez en savoir plus sur comment nous pouvons créer de véritables solutions à la pauvreté, pas juste de la charité, mais des systèmes qui fonctionnent, restez avec moi pour les prochaines vidéos. Parce qu'au final, nous sommes tous à quelques mauvaises décisions d'être de l'autre côté de cette économie invisible. Et ça devrait tous nous donner à réfléchir. À bientôt, et merci d'avoir écouté avec un esprit ouvert.